vais acheter ça moi aussi. Vous avez tous, j'en ai acheté un. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Pays Basque français, puisque un de nos élèves va parler ensuite du Pays Basque espagnol. Alors, je commence en vous présentant du coup le drapeau du Pays Basque français et une citation de Voltaire qui disait que pour lui, le peuple basque, c'était un peuple qui chante et qui danse au pied des Pyrénées. C'est beau. Au pied des Pyrénées. Alors, la formation du Pays Basque. Alors, c'est formé par 3 provinces. Le Ladour, que vous avez au nord, juste en haut. Ensuite, dans le centre, avec la capitale bien sûr Bayonne. Dans le centre, c'est la Basse-Navarre, la capitale Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ensuite, en dessous, la Soule, la capitale, c'est Mauléon. Et pour que vous puissiez voir la différence entre le Pays Basque français et le Pays Basque espagnol, j'ai pris une carte qui englobe tout le Pays Basque. Parce que le Pays Basque français, c'est vraiment une toute petite partie du Pays Basque. L'espagnol, il est bien plus grand. Alors, le basque, la langue, l'euskara. L'identité des Basques se fonde d'abord sur l'euskara, la langue basque. On ne sait à quelle famille la rattacher. L'archaïsme de ces structures linguistiques et la faible part des emprunts dans le vocabulaire fondent la théorie selon laquelle le peuple qui parle euskara se trouve là depuis 4000 ans. Elle est sans doute la langue la plus ancienne d'Europe, probablement l'unique héritière encore vivante des plus anciennes langues paléolithiques du continent. Elle constitue la grande singularité du peuple basque et ce qui fait l'unité de la civilisation depuis plusieurs millénaires. Cette ancienneté du peuplement est une source de fierté pour de nombreux Basques. Vous qui êtes espagnol, vous comprenez sûrement le catalan, le galicien et tout ça, mais pas le basque, n'est-ce pas? C'est une langue qui n'a pas reçu les influences des Romains. Ce n'est pas une langue romaine. Ensuite, la population, l'urbanisation et le tourisme. La côte du Pays Basque français concentre la majeure partie des habitants au détriment de l'intérieur qui se dépeuple. L'activité économique associe le tourisme, notamment à Biarritz et à Saint-Jean-de-Luz, et une industrie diversifiée qui favorise l'essor du port de Bayonne. L'urbanisation continue de s'étendre entre les villes de Bayonne et de Saint-Sébastien. Et les autorités françaises et espagnoles travaillent à la coordination d'une administration de ce que l'on appelle d'ores et déjà une eurocité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'eurocité, vous en Espagne, mais moi en France, je n'avais jamais entendu parler de l'eurocité. Quelqu'un ici? L'eurocité. Pardon? On avait un projet à la frontière basque. Ah bah c'est Alsace. Oui, l'Eurocité. Mais là, par rapport au Pays Basque français et espagnol, moi je n'ai jamais entendu parler. Le nationalisme dans le Pays Basque français. Alors, 2 composantes principales. À l'extrême gauche, Abertzalen Batasuna et Eusko Alkartasuna, qui sont regroupés dans la coalition Euskal Herri Bai. Alors, tandis que le Parti national basque, le PNB, veut défendre plutôt une lignée centriste. Et du coup, les Basques français, dans l'attente d'une hypothétique union avec les provinces basques d'Espagne, militent pour la création d'un département du Pays Basque et de même que d'autres élus soutiennent la plateforme Batuta. Du coup, je vous ai mis ici, c'est juste une affiche pour des élections au Pays Basque et c'est écrit en français et en dessous c'est écrit en basque. Mais je ne crois pas que vous puissiez voir, c'est pas très grand. Alors, le vote nationaliste représente entre 8 et 12% des voix et jusqu'à 20-25% dans certaines communes comme Urun et Utsaritz. Du coup, je ne peux pas bouger, mais vous avez Utsaritz, juste au-dessus, vous avez la A64, juste en dessous de la A64, vous avez Utsaritz, ça se prononce. Utsaritz et Urun, ce serait du coup, dans ce que j'ai vu moi, entre Saint-Jean-de-Luz, que vous avez sur la côte, et plus bas, Hendaye.
le Parti nationaliste basque remportant quant à lui 9 sièges aux élections municipales de mars 2008, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Urugne, Cibourg, Asquin, Saint-Jean-Pied-de-Port et Macaire. Du coup, ça c'est la carte la plus complète que j'ai trouvée par rapport aux villes que je cite là, et toutes n'apparaissent pas comme Macaire par exemple, elle n'apparaît pas sur la carte. Maintenant, je vais vous parler de Iparretarak. En 1973, c'est l'apparition du mouvement séparatiste basque armé Iparretarak ou ICA. Alors, moi j'ai trouvé que Iparretarak, ça voulait dire les terres du Nord. Mais j'ai vu aussi une vidéo d'un monsieur, l'un des fondateurs du mouvement Iparretarak, qui disait que ça veut dire ceux de l'ETA du Nord. Ceux du Nord, et ils disaient, on a repris le même nom que l'ETA, mais en spécifiant que nous, on est du Nord. Alors, en 1987, Iparretarak est dissolu suite à diverses manifestations, à des meurtres, à des incidents aussi de leur côté. Ça a été dissous. Bien qu'ils soient bien moins actifs et bien moins violents que leurs cousins espagnols. Ils sont basques français ou basques espagnols? Basques français. Du coup, en l'an 2000, ils ont annoncé la reprise de l'action violente et en 2003, ils ont annoncé justement le renoncement à la lutte armée. Et je vous ai mis ici deux photos, Tchomin Oliagaray et Romucho Arruiz. Ils sont morts dans le Pays basque français le 26 mars 1980 à Bayonne. En fait, le plus jeune, Tchomin, il était berger, et Ramucho, qui était aussi jeune, hein, il avait la quarantaine à peine, il était ouvrier syndicalisé. Tandis que le berger, il était vraiment jeune dans le parti, il venait d'arriver. Et il était en train de poser une bombe pour faire sauter c'était quoi? C'était la sous-préfecture, je crois, de Bayonne, si je me souviens bien. Et ça n'a pas fonctionné, c'est eux qui sont décédés alors qu'ils essayaient de poser la bombe. Du coup, ça a causé un gros tracas au groupe Iparretarak et à tout le Pays basque français, puisqu'à ce moment-là, Iparretarak s'est demandé est-ce que ça vaut la peine de continuer la lutte armée. Parce que ces deux messieurs, ils étaient très jeunes, ils étaient installés, il n'y avait pas de problème financier, ils avaient toute la vie devant eux et se sont demandé est-ce qu'on continue la lutte armée, parce que ça veut aussi dire que certains d'entre nous vont mourir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on continue, sachant que dans le Pays basque aussi, français, il y avait des divisions, il y avait les pour Iparretarak qui soutenaient leur action parfois violente et les contre. Et inversement, donc certains se sont demandé est-ce qu'on continue ou pas, et inversement d'autres se sont dit justement on en a deux là parmi nous qui se sont sacrifiés pour le pays, si eux le font, nous aussi on va le faire. Donc nous on continue la lutte armée. Alors maintenant je vais vous parler de monsieur Felipe Bidar. Il est né en 1953 et c'est l'un justement des chefs historiques de l'organisation révolutionnaire basque Iparretarak. Il a fait ses études au Grand Séminaire et il devient enseignant dans une Ikastola. Les Ikastolas, ce sont des petites écoles basques et ils ont longtemps manifesté pour que les écoles soient reconnues en demandant des subventions, des aides pour développer justement les écoles, pour pouvoir ensuite créer des collèges et tout ça. Et ça n'a pas été écouté par le gouvernement français, donc 4 d'entre eux, lui, en faisait partie, ont fait une grève de la faim pendant, je crois, 35 jours, quelque chose comme ça. Et ils ont obtenu une aide financière de la part du gouvernement français socialiste. À l'époque, c'était François Mitterrand. Alors, ensuite, ce monsieur est donc entré dans la clandestinité en 1982 après l'assassinat de 2 CRS, Compagnie républicaine de sécurité. Après 7 ans de cavale, il est localisé et interpellé en 1988, condamné 2 fois à la réclusion criminelle à perpétuité pour les assassinats de ces 2 CRS en 1982 et pour le meurtre du gendarme Roger Buchma en 1987. Philippe Bidar, il a toujours nié son implication dans les fusillades de ces 2 CRS. Il a toujours dit que ce n'était pas lui.
Mais au bout de 20 ans du coup, de réclusion, il a été libéré, une libération conditionnelle, du coup il n'avait pas le droit de retourner chez lui dans son village. Et à sa sortie de prison, il a adhéré de nouveau au parti basque. Alors un autre parti, du coup, c'était Abertzalean Batasuna. En 2010, il est retourné dans son village natal où il exerce maintenant le métier de comptable dans l'entreprise de son frère. Alors, Iparetarak, ICA, ça c'est leur logo. Alors, ils luttent contre, c'est une lutte autonomiste, ils veulent leur autonomie. Ils luttent contre la société conservatrice parce qu'ils reprochaient aux Basques d'être conservateurs, d'avoir honte, parce que ce sont des messieurs qui sont nés dans les années 50. Il y a eu le mouvement 68 et 69, ces années-là, et du coup, il y a eu une envie que les choses changent, et ils en avaient marre que leurs parents aient honte d'être basques. Ils ont dit, nos parents ont honte d'être basques, c'est pas normal, nous, on est fiers d'être basques. Du coup, ils voulaient lutter contre la société conservatrice qui les entourait et qui n'imaginaient pas pouvoir prendre les armes ni se rebeller contre le gouvernement. Alors ils luttent aussi contre la folklorisation de leur culture, parce que ils disent notamment qu'en été, il y avait beaucoup de groupes de folklore, de danse basque qui se créaient et que c'était simplement pour les touristes. Et les membres de Iparetarak qui dansaient également sur les danses basques disaient nous, en été, on arrêtait de danser, on dansait seulement en hiver pour nous, mais en été, on arrêtait de danser, on allait sur les plages distribuer les slogans pour expliquer notre mouvement. Et ils reprochent aussi le fait que nombreux danseurs ne savaient même pas l'origine des danses basques. C'était vraiment pour l'économie. Ils sont contre du coup aussi la touristification de la côte aquitaine, parce que dans ces années-là, on a aménagé la côte aquitaine pour les touristes. Tout était fait pour eux, d'ailleurs tout est toujours fait pour eux, et notamment les logements. Beaucoup de jeunes basques ne parvenaient pas à s'acheter une maison au Pays basque, bien qu'ils aient 2 salaires, ils sont un couple jeune, ils ont 2 salaires, c'est suffisant, mais pas au Pays basque parce que tous les logements sont très très chers, parce que les gens qui vivent au Pays basque et qui ont une grande maison préfèrent la louer aux touristes plutôt que la louer à un couple basque. Et du coup, pour eux, c'était pas possible d'être au Pays basque et de ne pas pouvoir se loger et de devoir partir. Du coup, ils luttent aussi contre cela. Ils sont contre du coup les notables et les classes dirigeantes. Le fait qu'ils soient contre les notables et les classes dirigeantes, les patrons qui s'en prennent aux patrons, beaucoup de Basques les ont soutenus pour ça. Contre la précarisation du coup des Basques, comme à Biarritz par exemple, qui est très touristique, où les prix des logements ont explosé et beaucoup de Basques qui n'avaient pas de travail, ils étaient au chômage. Ils étaient obligés d'immigrer pour aller travailler, notamment en Amérique latine, apparemment beaucoup en Argentine. Et pour la conservation de leur langue, effectivement, revendication du droit à être différent, du droit à être basque, et la création d'une coopération ouvrière a été créée aussi, qui s'inspire du Pays basque du Sud. L'ETA au Pays basque Nord. Alors, le Pays basque Nord, c'était la base de repli privilégiée de l'ETA. Les militants espagnols de l'ETA s'organisent sur le plan logistique et lancent des offensives contre la police franquiste. Les groupuscules d'extrême droite espagnols mettent la pression alors sur le gouvernement français pour qu'il cesse d'accorder l'asile aux militants de l'ETA dans le Pays basque Nord. Les Basques du Nord de France ont toujours dit qu'ils soutenaient les Basques du Sud, les Espagnols, mais les Basques du Sud, apparemment, ils préféraient que les Basques du Nord restent un petit peu à l'écart pour qu'ils puissent ensuite, eux, se réfugier en France. Si c'est le cas au partout, du coup, ils ne savent plus où aller. Et du coup, les Basques du Nord les aidaient. Hop, là, du coup, ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà la vidéo qui parle d'Iparetarak et de Monsieur Bidar.
Cette évasion spectaculaire redonne donc la vedette au mouvement Hipparét-Tarak qui avait pourtant proposé, il y a quelques mois, de déposer les armes. Alors, qui sont ces indépendantistes basques français? Réponse de Bruno Ledreff. IK, le sigle d'Hipparét-Tarak, est apparu sur les murs du Pays basque français en 1973. Hipparét-Tarak signifie en basque ceux du Nord, c'est-à-dire ceux du Pays basque français, par opposition à ceux du Sud, en Espagne. Un petit groupe qui n'a probablement jamais rassemblé plus de quelques dizaines d'extrémistes. Le plus souvent, ils se sont contentés de cibles symboliques, bâtiments administratifs, véhicules appartenant à des touristes. En février 1982, pourtant, 2 CRS sont abattus au cours d'une véritable embuscade. Un attentat attribué à Hipparét-Tarak et à son chef, Philippe Bidard, toujours recherché depuis cette date. En août 83, 2 gendarmes trouvent la mort au cours d'une fusillade avec 3 hommes, des meurtres également attribués à Hipparét-Tarak. Le groupe français a toujours affirmé son soutien aux indépendantistes de l'ETA militaire, un soutien que l'ETA refuse. Ce groupe lutte en effet contre les Espagnols, pas contre les Français. L'ETA s'est parfois servi du territoire français comme base de repli et n'a donc jamais désiré y voir commettre d'actions terroristes. Il existe pourtant bien en France un sentiment d'appartenance au peuple basque, manifesté par exemple lors des marches contre les expulsions. Mais la tentation indépendantiste ne s'est jamais vraiment développée chez nous. Il y a 2 mois, certains membres d'Hipparét-Tarak ont fait savoir qu'ils étaient prêts à se rendre à certaines conditions. L'action spectaculaire de cette nuit semble bien prouver que les négociations ont échoué. Cette évasion spectaculaire redonne donc... Il y a eu beaucoup de manifestations du groupe Hipparét-Tarak et de ceux qui soutenaient Hipparét-Tarak et beaucoup de contre-manifestations de gens qui ne comprenaient pas parce qu'ils disaient le tourisme c'est grâce à ça qu'on vit. Donc nous, on veut des touristes et on est contre la violence et on veut du travail. Donc voilà, Philippe Bidard est resté 20 ans en prison, mais quand il s'est fait prendre, il avait pour idée de se faire libérer. Parce que à chaque fois que quelqu'un se faisait prendre, un membre de Hipparét-Tarak, ils essayaient de les faire sortir de prison. Et à Pau, il y a une grosse évasion où ils ont kidnappé la fille du directeur de la prison. Elle a appelé son papa est venu, du coup ils ont pu libérer la fille, ils lui ont mis une ceinture avec des bombes, des explosifs, et ils sont rentrés dans la prison, ils ont libéré leurs amis, et ils sont repartis. Du coup, quand lui, il s'est fait prendre, Philippe Bidard, il a dit, bon, je me fais prendre parce que là, je suis prisonnier, j'ai pas le choix, il y a la police partout autour de moi, mais je vais sortir de prison et on va recommencer la lutte. En fin de compte, il est resté 20 ans, donc il est pas sorti.